Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce magazine Web Presse où nous avons le plaisir de recevoir pour vous chaque jour le confrère journaliste pour analyser l'actualité de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, aujourd'hui, je veux recevoir sur ce plateau deux confrères. Je commence par le présenter, Eliezer Tamboué. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Belidou, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de ce magazine Tokomiwapi, qui finalement devient une agence, une structure. Ouais. C'est un organe de presse comme tout autre organe de presse. Très bien. La dernière fois que je vous ai suivi, Tokomiwapi, vous avez consacré votre temps à suivre Martin Fayoulou, cet élu député national, qui est allé remettre ces émoluments à la banque. Vous l'avez accompagné. Quel intérêt vous avez eu à accompagner ce député-là? Ça représente beaucoup pour vous, l'acte posé? Oui, en fait, c'est quand même un modèle. Vous savez qu'au Congo, d'abord, on n'a pas la culture de démission quand ça ne va pas. Et on n'a pas la culture, on a la culture de faire les matu-vues, mais sans des actes concrets. Et au Congo, c'est facile de dire que je suis incorruptible, je suis super, mais c'est pas facile de refuser l'argent qu'on a vu. C'est pas facile aussi de refuser le poste, le pouvoir pour le pouvoir. Donc Fayoulou, c'est parmi les politiciens que je crois personnellement, parce que il n'est pas trop dans les matu-vues. Fayoulou n'a pas dans les histoires de victimisation. Dire que non, voilà, moi on veut me faire, ainsi de suite. Même si quelque chose lui arrivait, il est conscient que c'est la voie qu'il lui-même a suivie. Et voilà pourquoi, quand il nous a informé qu'il y remettait l'argent dans la caisse de l'État, on a dit, eh ben... C'est pour dire que pour interpeller ses collègues députés nationaux qu'ils sont hors mandat, ou c'est pour interpeller finalement le président de la République? D'abord, c'est pour montrer, on doit prêcher par l'exemple. C'est bien bon de critiquer les autres, on doit critiquer Kabila, on dit qu'il est hors mandat, il doit respecter tout et tout. Mais vous aussi, quand vous êtes hors mandat, ça ne sert à rien de critiquer une personne avec laquelle vous vous trouvez dans la même situation. C'est dans ce sens-là que j'ai compris la démarche. Est-ce que c'est le même mandat du chef de l'État et des députés nationaux? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les mandats de députés nationaux peut prendre fin si le chef de l'État décidait que ce mandat-là prenne fin, changer l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est le même mandat? En cas de force majeure, certainement, le chef de l'État, s'il a encore la légitimité et la légalité, il peut oser de se soumettre à cet exercice-là. Mais sinon, Martin Fayoulou a compris que leur mandat en même temps était terminé. Il fallait prêcher par l'exemple. Vous savez, si le député aujourd'hui avait accepté le mot d'ordre du fait Tshisekedi, on n'arriverait pas là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il leur avait demandé de ne pas siéger parce qu'il voyait les dangers. Très bien. Aujourd'hui, nous en sommes là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mieux vaut tard que jamais. C'est comme ça que Martin Fayoulou a préféré. Il faut ici souligner que Martin Fayoulou, ses émoluments de 2017, donc les bonus accordés par la CENCO au dialogue, Fayoulou n'a pas touché ça. C'est son parti qui est touché. Et même quand il a remis, nous avons reçu beaucoup de coups de fil venant de l'extérieur. Non, Eliezer, il ne fallait pas qu'il lui remette parce que ces gens-là vont du lapider ça. Il fallait qu'il lui remette soit au moment qu'ils sont. Voilà, je voulais même revenir à ça. Pourquoi n'est pas, nous sommes à Kinshasa, on connaît les niveaux de la pauvreté, de la souffrance. Pourquoi n'est pas allouer ces frais aux œuvres caritatives, par exemple, à des ONG, des orphelinats, par exemple, plutôt que de remettre dans le trésor public? Parce que c'est l'argent du contribuable. Je lui ai posé la même question. Fayoulou m'a dit, bon, en fait, on devrait peut-être, déjà une année, c'est les partis qui prenaient l'argent, et c'est les partis qui se servaient de cet argent-là. Dans le fonctionnement d'un parti politique, il y a les œuvres philanthropiques qui sont prévues, bien que nous avons des partis politiques qui ne savent pas ça. Normalement, on devrait voir des partis politiques qui ont des écoles. C'est aussi dans la mission, parce que les partis politiques ont mission d'agrégation en même temps. Les partis politiques ont mission des médiateurs et ont mission de faire la plaidoirie. Mais nos partis politiques sont des partis politiques, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Heureusement qu'un jour, on va remettre les choses au clair. Donc, Martin Fayoulou m'a dit qu'au cas où je prenais cet argent-là, je vais remettre aux gens peut-être qui sont à Pakadoum, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont à Kanyaruchigne, ceux qui sont à Ariwara. Il réfléchit en tant que député national. Merci beaucoup, Eliezer Tamboué. On avait besoin de ces précisions puisqu'on vous a vu dans les images consacrer toute une émission à cela. On attend d'autres députés nationaux emboîter les pas s'ils le font. Non, bien au contraire, d'autres députés nationaux ne se sont lancés, même ceux de l'opposition, se sont lancés à les critiquer. Très bien. Je prends votre co-débatteur John Gomboa. Bonsoir et bienvenue dans ce magazine. Salut.
la première fois de venir répondre à l'invitation. Hein, non, je suis déjà venu... En tant que présentateur, moi, Bélé Doudou Jésus. Ah oui, bien sûr, évidemment. évidemment. Je rappelle que vous êtes journaliste, aujourd'hui journaliste indépendant. Oui. Cette casquette, vous la voulez bien, cette casquette? Ouais, je la revendique, quoi. Pourquoi? Après avoir passé dans plusieurs rédactions, Congo Web notamment d'ailleurs. Oui, oui, j'ai roulé ma bosse dans le média. Je crois que, bon, il est grand temps que je puisse assumer mes choix, que je puisse faire mes propres orientations. Très bien. Donc, voilà pourquoi je m'exonère des contraintes des organes de presse. Mais cela dit, je ne collabore pas moins avec des organes de presse dans certaines productions que je fais. Alors on va utiliser votre expertise, plusieurs rédactions, jusqu'à être même responsable de rédaction, directeur des informations. Ouais. Quelle expérience, qu'est-ce que vous tirez un peu de la gestion de télévision privée? Comment ça se passe avec l'information et les patrons des presses? Ah oui, mais ça c'est une vraie gageure. Hein. C'est-à-dire que l'audiovisuel dans notre pays doit forcément faire un saut qualitatif. Nous sommes aussi victimes du phénomène des partis politiques. Il y en a beaucoup pour rien du tout. Il est grand temps qu'on comprenne que... Beaucoup de médias pour rien du tout. Oui, effectivement. On parle de télévision. Oui, oui, mais quand vous regardez les télévisions, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un message derrière? Toutes se suivent et se ressemblent. Alors, je crois qu'il est grand temps de passer à une spécialisation. C'est très important aujourd'hui, y compris même pour les professionnels des médias. Aujourd'hui, tout le monde est dans la collecte, traitement et diffusion de l'information. Mais quand vous regardez... Là, sont les spécialistes. Oui, quand vous regardez au niveau où les médias internationaux se trouvent, chaque journaliste est potentiellement un spécialiste de quelque chose. C'est à ce moment-là que vous faites la différence. C'est une tendance aussi à Kinshasa qui s'est fait de plus en plus, on le voit. On a des spécialistes comme Jérôme Sekana par exemple, qui s'est spécialisé en économie. Il y en a tant d'autres. Oui, il faut encourager cela, parce que, vous savez, on attend énormément des médias. Nous, les journalistes, on nous fait porter les chapeaux, la responsabilité, par exemple, des décideurs. Non, vous aurez dû. Mais souvent, quand un journaliste est face à un décideur, il perd son latin. Oui, quand vous avez en face de vous, par exemple, le ministre de l'économie, tout ce que il va vous dire, c'est ce que vous aussi, vous l'apprenez, c'est enseignante. Très bien. Donc, il faut quand même... aller dans les investigations. Absolument. Comme le fait, par exemple, moi je pense que l'avenir de notre profession, c'est dans la spécialisation et dans les investigations. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. On va prendre le premier thème de cette émission, mais avant de le faire, je vais quand même lire le journal paru ce mercredi. Je prends l'Avenir qui titre, contrairement aux folles rumeurs sur leur libération, Diomi et Mouyambo restent en prison. La prospérité qui consacre sa une à ce titre, brusque changement, gouvernement, Mova succède à Chadari. On va en revenir, d'ailleurs on va en parler dans ce journal. Et Géopolice également de Willy Kalenga et Géopolice Hebdo qui revient sur ce même titre, vice primature à l'intérieur. Ramazani Chadari cède le bâton à Mova Sakani, s'est exclamé Géopolice Hebdo. Le vrai modérateur, à 4 jours de la marche de chrétiens, le Vatican rappelle le nonce apostolique. On va finir par Forum des As. Vice-primature en charge de l'intérieur et de la sécurité, les dessous de l'arrivée de Mova et du départ de Ramazani. Je vous prends directement John Gomboa une fois de plus. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. On a vu à la télévision, c'était hier, je ne sais pas s'il faudrait appeler ça remaniement ou remaniement léger ou simplement un changement. Henri Mova Sakani qui succède, qui prend la place de Emmanuel Ramazani Chadari. Et comment on peut qualifier cela, un remaniement qui intervient, mais on ne voit qu'un seul acteur, un seul département, un seul ministère qui est changé? Oui, moi je dis que je vais aller dans le fond, parce que sur la forme, je ne sais pas si cela a beaucoup d'importance. Ça a déjà existé? On assiste à un remaniement ou ce n'est pas à ma souvenance. Hein. Bon, je n'ai pas non plus toute l'historique politique, mais pas à ma souvenance. Mais au-delà de la forme, moi je constate que c'est un cadre du PPRD qui remplace un autre cadre du PPRD. Le secrétaire général adjoint
des secrétaires généraux qui remplacent des secrétaires généraux. Oui, oui, voilà. Donc aujourd'hui, le gouvernement national est constitué sur base des partis politiques. C'est la loi des partis politiques. Donc c'est les partis politiques qui sont représentés au gouvernement. Alors, imaginons que ce soit un autre parti politique, je prends par exemple celui le parti politique de Modeste Bahati, et qui a un empêchement majeur, eh bien, le parti va désigner quelqu'un d'autre pour les remplacer. Et même si le gouvernement ne veut pas, même si le président ne veut pas, il va être obligé de constater qu'il faut remplacer tel délégué par tel autre. Mais dans le cas du PPRD, vous pensez qu'il y a eu empêchement? Bon, maintenant, il faudra savoir la motivation. Je crois que ce serait plus intéressant de connaître la motivation de ces changements-là. Est-ce que c'est une sanction? Est-ce que c'est une stratégie du PPRD? Il faut dire que les PPRD, contrairement à ce qui peut paraître, le PPRD est préoccupé par la conservation du pouvoir. Alors que, bon, je constate que d'autres partis, ils sont encore peut-être dans d'autres schémas, mais les PPRD, visiblement, n'a pas envie de passer la main. Et donc, eux, ils sont en train de se préparer par rapport à cela. Donc moi, je me dis, c'est là peut-être aussi dans cette perspective que, évidemment, Chadari veut jouer un autre rôle. Au niveau du PPRD, on le saura. Bon, dans tous les cas, je ne voudrais pas rentrer dans trop de conjectures. Moi, ce que je voudrais constater simplement, c'est que le PPRD a remplacé son candidat, son délégué au gouvernement par un autre... Alors, puisqu'on a parlé tout à l'heure là d'un seul ministère, c'est le vice-premier ministre de l'Intérieur, ce n'est que ça, ce n'est que le seul département où il y a eu remaniement. Alors, cette question, est-ce que Kabila ne voulait-il pas sauver Chadari, d'autant plus qu'on sait qu'il a remis une liste, elle a dit, cette dame a remis une liste à Joseph Kabila des personnes impliquées dans ce qui s'est passé dans le Kasaï, et on le sait aussi que Chadari figurait parmi les personnes qui sont ciblées par les sanctions de l'Union européenne. Bon, ça fait énormément de si de Beledou. Jésus. C'est une question. Oui, oui, on analyse. Ça fait beaucoup de si. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans les si, parce que je veux que nous partions sur une base probable. Bon, partant de l'hypothèse que Kabila voudrait sauver Chadari, mais de quoi en les déplaçant? Parce qu'il demeure quand même au Congo, je crois. Si Chadari est parmi sur la fameuse liste, c'est pas au Congo qu'il est menacé, mais c'est en dehors du Congo, si jamais il devrait sortir du pays. Donc, qu'il soit membre du gouvernement ou pas, cela ne changerait pas, à mon sens, énormément de choses. Bon, mais comme j'ai dit, je ne veux pas me perdre en conjecture parce que cette liste-là, Madame l'ambassadrice Hélé a dit qu'elle a remis au président de la République. On ignore les noms. Oui, voilà, il y a beaucoup de supputations, mais sincèrement, comme journaliste, je m'abstiens. Comme nous indique notre principe, en cas de doute, il faut s'abstenir. Très bien. Donc, moi, j'ai un doute, je n'ai pas vu la liste, je ne peux pas dire que Chadari est sur cette liste, donc je m'abstiens d'aller dans ce sens-là. Très bien. Je reviens à vous, Eliezer Tamboué. Bonsoir et bienvenue dans ce magazine Web Presse, une fois de plus. Chadari tombe, c'est Henri Mova Sakani qui reprend les affaires. Faudrait-il parler d'un remaniement ou simplement d'une révocation? Merci Beledou. On est journaliste, je pense, nous sommes appelés à porter la lumière là quand il le faut, et surtout quand les gens demeurent dans les flous. Très bien. Et contrairement à John, moi vous avez des informations? Je n'hésite pas, je vais faire mes analyses en tant que journaliste d'investigation en plus. Ici, nous sommes devant un problème. Eux-mêmes ont qualifié ça de réaménagement technique. C'est ce qu'ils ont dit. C'est Chadari qui quitte, qui cède la place à son titulaire, secrétaire général, Henri Mova Sakani, alors qu'il y avait des rumeurs avant que Tchibala partait et que Mova allait au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Du coup, ça change. Il y a deux points qu'il faut retenir ici. Le premier point qu'il ne faut pas négliger, Kabila peut vouloir sauver Ramazan aussi, s'il est sur la liste réellement.
Parce que même s'il est au pays, aujourd'hui, qui parle encore du général Célestin Kanya? Parce qu'il n'est plus en fonction. Aujourd'hui, c'est Kassongo dont on parle. Toutes les plaintes aujourd'hui, c'est contre Kassongo. Quand on est en fonction, on s'expose en même temps parce qu'on agit. Très bien. Maintenant que les manifestations se multiplient, si Ramazan Chadari figure sur la liste dont Niki Ali a remis à Joseph Kabila, c'est aussi une façon de les sauver. Très bien. Parce qu'on va l'oublier en même temps. Vous savez qu'au Congo, on ne tarde pas à oublier. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon de vendre, de victimiser Emmanuel Ramazani Chadari, de le céder finalement à la merci? Je vais y arriver parce qu'il y a plus pire que ça. Allez-y. Oui, ça c'est la première analyse, c'est l'analyse que tout le monde peut faire. J'ai même entendu un confrère qui disait que Ramazani aurait écrit une lettre à Monsengo lui demandant pardon pour les atrocités pendant les manifestations. C'est ce qui l'a coûté. Je dis, ça prendre avec pincette. Très bien. Mais il y a aussi autre chose que nous devons connaître en tant que journaliste, c'est tout journaliste d'investigation. Il y a eu d'abord le problème de Tutu Saloum, le gouverneur d'Imaniema, qui aujourd'hui, deux griefs pèsent sur lui. Si nous sommes dans un pays d'état de droit où on veut la justice comme on l'a voulu pour Franck Dion ou pour les autres, on doit voir Tutu Saloum comparaître parce qu'il y a ces griefs-là. Très bien. Mais retenez ici que Ramazan Chadari, c'était presque les parrains de Tutu Saloum. C'est lui qui les soutenait. Maintenant qu'il est tombé, avec tout ce qui se passe, ça c'est un point. Deuxième point, Ramazan Chadari et Moubang. Chez lui, c'est dans les territoires de Kassongo là-bas. Là, on exploite, à Salamabila, on exploite l'or. Il y a Bandro qui exploite l'or du Maniema. En exploitant l'or du Maniema, le siège de Bandro est basé dans le sud Kivu. Il y a fait un contrat, un partenariat, une convention entre Chadari et Marcelin Tcham. Ce sont des révélations, ça. Vous avez des preuves. Je suis journaliste. Allez-y. Je suis journaliste. Alors, maintenant, il y avait un contrat. Le gens d'Imaniema se posaient la question de savoir comment Bandro, qui exploite l'or chez nous, devrait avoir son siège de l'autre côté dans le sud Kivu. Et que nous, natifs d'Imaniema, nous ne sommes pas bénéficiaires. C'est à peu près ce qui se passe avec Berenko dans le monde. Là où Berenko ne construit rien, il n'y a que des conteneurs qu'on a placés là-bas, et bien c'est fini. L'après-exploitation, j'ai eu à faire une émission avec M. Dodo Bal, qui est notable de là, qui a déploré ça. Et aujourd'hui, il y a eu ce contrat. Maintenant, ceux qui vont travailler dans les maniements sont soit les Nyamurenge, soit d'autres personnes qui ne sont pas natifs de l'autre côté. Donc, les gens du maniement, là où l'or est exploité, ne bénéficient ni de la main-d'œuvre, ni encore des avantages qu'il faut. On va amener d'autres personnes, c'est à peu près avec les 5 chantiers que nous avons vus, il n'y avait que les Chinois qu'on ramassait, qu'on mettait là-bas, bien sûr. Très bien, allez-y. Tout ce qu'il y a comme matériel des 5 chantiers ont disparu, comme le cheval qu'a monté Jésus-Christ, dont on ne connaît pas la destination jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Maintenant, il y a cette histoire-là. Joseph Kabila avait demandé à son temps à Chadari et aux autres d'aller mettre fin à cette tension dans les maniements. Ils étaient partis. Il n'y a pas eu de solution. C'est là que va naître un groupe armé qu'on appelle Malaïka, avec comme chef de file M. Ali Hassan, pour revendiquer leurs droits. Et ça continue. Aujourd'hui, vous avez entendu, ce sont les gens, il y a des gens qui fouillent. Donc, tout est parti de là, vous pensez? Oui. Cette réforme. J'arrive. Et maintenant, il y a eu cette tension-là qui ne faisait que monter. Mais dernièrement, on a attrapé 2 500 000 $ à destination de Manième, avec des tenues militaires. C'est pour aller faire quoi? On ne sait pas. Qui a envoyé? Ce sont là les points d'interrogation qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, quand Ramazan Chadari est limogé de son poste, comme ça, nous, en tant que journalistes, nous sommes appelés à se poser des questions à propos de ces éléments dont je venais de révéler. Parce qu'un peuple sans question, c'est un peuple sans réponse. Et aujourd'hui, nous devons nous poser la question sur le pourquoi de l'existence. Pourquoi on a limogé l'autre pour mettre... Est-ce que nous pouvons dire que c'est parce que le PPRD tient son pouvoir
qu'on a mis Mova Sakani qui porte le béret rouge, comme ça avec Mova qu'on appelle le Kofi Kabila, viendra donner le pouce le plus. Mais déjà, il y a aussi cette question, il ne faudrait pas chercher l'époux sur la tête de Ramazani Shadari autour de cette histoire. On le sait que le PPRD est en plein réaménagement de son parti au regard de la refondation de ce parti, vous savez, avec cette histoire des présidences qui doit revenir à l'autorité morale finalement, Joseph Kabila. Pourquoi ne pas développer aussi cette hypothèse plutôt que de voir d'autres hypothèses que vous évoquez tout à l'heure? Non, il y a une chose. Il n'y a pas n'est-ce pas un réaménagement interne au niveau du PPRD? Non, pas du tout. Je ne pense pas. Pour se préparer face aux élections? Je ne pense pas parce que si tel est le cas, on devrait limoger tous les ministres du PPRD au sein du gouvernement. On ne pouvait pas choisir le seul Ramazani Shadari. Il y a autant de questions que je viens de me poser par rapport aux différentes informations que nous attendons peut-être que la justice va devoir investiguer, mener des enquêtes, si du moins cette fois-ci, la justice de notre pays va nous donner des révélations. Parce que vous savez, quand on a arrêté les gens pour spoliation et autres, Koko Nyangi nous a promis de nous donner des révélations. Dommage que ces gens-là ont été libérés à 19h. On n'en parle plus. Les gens de la DGRK ont été libérés. Je ne sais pas s'ils sont redevenus Dido et on en parlera. Il y a eu un incendie hier, je crois. Oui, s'ils sont revenus à leur fonction, mais on nous a fait rater la révélation de Koko Nyangi quant à ce qui concerne la spoliation des maisons de l'État. C'est la même chose que nous attendons. Les points, les informations que je viens de donner, les pourquoi de deux groupes armés qui sévissent aujourd'hui dans les maniements, le pourquoi de cette tension-là, le pourquoi de ces montants qui auraient été saisis, 2 500 000 avec des tenues militaires, c'était pour quelle mission? Le pourquoi de limogeage de lui seul. Très bien, on est aussi journaliste, on suit de près les activités, l'information qui se passe dans ce pays. Joseph Kabila vient de nommer un nouveau conseiller en matière de sécurité, Maître Mbouyou, qui est un Katangais. Et puis on a vu, cette fois-ci, c'est l'entourage du chef de l'État qui est composé essentiellement de Katangais. N'est-ce pas une stratégie pour les élections simplement politiques? Non. Je ne fais pas cette lecture-là. D'abord, Maître Mbouyou, je pense qu'il fera la différence. Il faut savoir ici que cet avocat-là a travaillé d'abord aux Nations Unies comme défenseur des droits de l'homme. Il a cette idée-là. Ce métier-là, ce n'est pas la première fois qu'il occupe ce poste. Il en a occupé au début de Joseph Kabila pendant 2 ans. Il était conseiller en matière de sécurité de Joseph Kabila. Il redevient à son poste. Maître Mbouyou est connu, vous pouvez poser la question, vous pouvez taper son nom, vous allez voir ce qu'il a fait. Il a connu des problèmes. C'était le 2e meilleur élu du Katanga après Moïse Katumbi en 2006. En 2011, suite à leur conflit avec les Katumba, moins que les autres, voilà, il s'est réservé, il n'a pas pu postuler. Aujourd'hui, s'il redevient, je pense que Kabila a reconnu ses compétences et ses qualités. Peut-être avec tout ce qu'il y a comme abus dans la Kabila ne veut pas sécuriser son pouvoir en étant entouré des Katangais simplement. Bon, être entouré des Katangais. Les autres. Non, mais attendez. Je connais bien les Katanga. Je connais la grande tribu du Katanga, ce sont les Balubakat. Mova n'est pas Mulubakat. Il vient d'une petite tribu du Katanga. On l'utilise souvent pour jouer à l'équilibre au Katanga. Ici, l'entourage des Katangais. Mais ça, c'est le système. Allez dans tous les cabinets ici. Vous vous rendez compte? Allez dans tous les cabinets. Si vous allez semaine, c'est votre tête là qui m'a fait. Si vous allez... Je vais terminer. Allez-y. Ça vous chatouille. Allez-y. Non. Allez-y, sentez-vous. Alors, si vous allez chez Bati Lukweb, vous allez trouver que ce sont les bâches qui sont là plein. Donc, c'est vraiment un système, les gens aiment s'entourer. Et je l'ai toujours dit, Belidou, quand vous arrivez à un endroit, la première question qu'on vous pose, c'est de savoir tu es de quelle tribu. Il faut faire attention. On va terminer ce dossier avec cette question. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Henri Mova Sakani, l'homme de béret rouge aujourd'hui, lui qui initie un peu cette milice du PPRD? Il venait d'être ambassadeur, il a déjà été ministre, il venait d'être ambassadeur, c'est un homme doué dans la diplomatie, aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui des différents d'Emmanuel Ramazani Shadari? Non, le peuple congolais ne va rien attendre de Mova Sakani. Mova Sakani fera la mission dont on lui a confié en ce moment précis, parce que Mova Sakani, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je respecte beaucoup Mova Sakani. Il est professeur. J'ai été estomaqué le jour que je l'ai vu avec les Imbonerakure. Les Imbonerakure, c'est la jeunesse du parti au pouvoir au Burundi qui était venue s'entraîner
ici pour aller faire du mal à leurs frères là-bas. Et j'avais dénoncé d'ailleurs ça à son temps. Et vous avez vu le PPRD et les Imbonerakure là-bas. Aujourd'hui, au Burundi, ce sont les Imbonerakure qui sont en train d'ériger les barrières pour demander aux gens, est-ce que tu t'es enrôlé? Si tu t'es pas enrôlé, tu subis des atrocités. Donc, ce que je crains est que le fait que Mova Sakani ait dirigé le PPRD pendant les moments où la jeunesse du PPRD a été amenée pour apprendre aux mamelles des Imbonerakure, que nous puissions vivre ce que les Imbonerakure, les civils, font aujourd'hui au Burundi. Merci beaucoup, Eliezer Tamboué. Je reviens à vous, John Ngomboa. Premier test de grandeur nature hein, de Henri Mova Sakani, ça sera ce 25. Comment va-t-il gérer cette marche du comité laïque de coordination? Différent de la gestion de Chadari? Bon, je ne peux pas rentrer dans sa tête, mais j'imagine que c'est la police, parce que on va pas dire... Il est le patron de la police aussi. Oui, il est le patron de la police. Voilà. Et on va pas dire que si jamais il y avait un dispositif à installer, ce serait à 4 jours de l'événement, parce que la marche avait déjà été annoncée et que c'est pas la première marche. Donc certainement, c'est un dispositif routinier qui existe déjà, qui va probablement être sorti. Parce que je ne crois pas que pour cette marche ici, ça sera différent des marches précédentes. Je crois que le contexte est pratiquement le même. Donc, le déploiement massif de la police, de l'armée, et puis on va finalement compter les morts. Ou bien il peut amener une... C'est un diplomate. Enfin, bon, ça sera peut-être à ce niveau-là, hein, parce que je crois que les dispositifs sécuritaires, il ne va pas le créer à 4 jours de sa nomination. C'est un dispositif qui existe déjà. Alors maintenant, peut-être qu'il va mettre sa touche politique, bon, pour que ça soit un peu plus soft, qu'il y ait moins de casse et qu'il y ait moins de récriminations. Mais il est clair que les dispositifs les dispositifs sécuritaires par rapport à cette marche ne va pas foncièrement changer. Très bien. Alors maintenant, on va prendre un autre sujet, chers téléspectateurs. On va parler de ces vaches et des bouviers dans le Kwilu et Kwango. Nous avons vu une délégation du gouvernement, 6 personnes au total, aller dans le Kwilu et Kwango pour un peu se rendre compte de ce qui se passe exactement dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la question que je vais vous poser. Que faut-il craindre dans cette situation? Les vaches ou simplement les bouviers qui accompagnent ces vaches? Non, moi je pense que ce qu'il faut craindre maintenant, c'est qu'il y ait affrontement entre la population et les éleveurs, qu'il y ait un soulèvement social sur une question qui n'est pas clairement expliquée. Donc il est important pour le gouvernement de pouvoir donner l'explication. Pas à Kinshasa forcément, mais je me dis certainement aux gens qui doivent, qui vivent au quotidien avec ces éleveurs et ces bêtes venues d'ailleurs, pour qu'on comprenne comment est-ce qu'ils sont retrouvés là-bas et qu'est-ce qu'ils font, parce que je pense que si les autochtones ne comprennent pas clairement, cela peut amener à un clash et nous n'en avons pas besoin. Mais pourquoi seulement le Bandundu, les Kwilu et le Kwango? Je rappelle que ces éleveurs viennent du Kivu. Ils ont pratiquement traversé toute la République démocratique du Congo, beaucoup de frontières en route qui sont arrivées jusque dans le Bandundu. Une situation que jusque-là, la nébuleuse continue. Les autorités du Kwilu n'ont pas apporté des explications adéquates par rapport à ce déplacement. La population qui s'inquiète, ça ne s'explique pas un déplacement, ces silences. Que cachent ces silences du responsable des Kwilu? On l'a vu, il y a eu une mission de l'ancien Premier ministre Mozito qui s'y est rendu. Il dit avoir interrogé le chef coutumier qui n'a pas voulu donner langue à cette situation, mais encore des autorités locales. Ouais, bon, j'imagine que ça doit être pas aisé à expliquer, c'est sûr, c'est pas aisé à expliquer, et encore que il faudrait que ceux à qui la question est posée aient une explication. Je pense que un tel mouvement, une transhumance, ça doit être certainement repéré. On doit savoir qu'il y a ces mouvements-là. Alors,
Comment ont-ils traversé toutes ces barrières? Non, j'ai dit qu'il y a absolument des questions avec 200, qui doivent, 500 ces têtes. questions-là doivent trouver leur réponse au niveau national, parce que c'est une démarche transversale. Quitter de l'est à l'ouest. À l'ouest, vous avez... et pendant que ça bardait dans le Katanga, le Tchimboulou, vous êtes passé en diagonale dans tout le pays. Donc ça signifie que ces gens ont certainement des sauf-conduits. Il faut qu'on vérifie comment ils sont passés et comment ils sont arrivés là-bas. Bon, c'est vrai que de notre côté, nous sommes aussi, comme on dit, chat échaudé, craint eau froide. Bon, il faudra vérifier. Il est dit énormément de choses, que ces gens, les bouviers, ils seraient armés. De quelles armes disposent-ils? C'est des armes de guerre. Jusque-là, c'est au conditionnel. Ouais, oui, c'est ça. Disposent-ils des armes de guerre? Disposent-ils des armes des chasses ou d'autoprotection? Mais contre qui? Pour quelles raisons? Nous en attendons autant de cette mission. Et puis la crainte de la population, c'est aussi autour de l'identité. Ces gens-là, sont-ils congolais réellement? Bon, les débats du faciès ou de la langue, bon, moi je crois qu'il faut qu'on le dépasse un tout petit peu. C'est vrai que quand vous arrivez, moi quand je suis arrivé la première fois dans le Kivu, si ça remonte à 2000 par là, j'étais étonné, je me disais, parce que nous étions en plus dans une psychose. Hein. Nous, on était au dialogue intercongolais 2001, on avait été invités par les gens du RCD en ce moment-là qui contrôlaient la partie est du pays parce qu'ils préparaient leur arrivée à Kinshasa. Mais pour nous, tout était rwandais. Vous n'avez pas vu faire la différence? Non, quand on vient de Kinshasa, mais vous allez voir que c'est très difficile aujourd'hui, hein, avec ces populations transfrontalières, pour que, vu du dehors, vous sachiez que tel est étranger ou pas. C'est seulement dans leur propre microcosme, parce qu'ils ont à peu près le même parler, les Kinyarwanda. Au fait, c'est une langue qui est autant parlée au Rwanda qu'en RDC. Et vous avez la face nilotique qui est aussi bien au Rwanda qu'en RDC. Donc ça, si on rentre dans ce genre de considérations, nous risquons de nous perdre. Je pense qu'il est important que le pouvoir central puisse expliquer comment ces gens se retrouvent là. C'est à lui de pouvoir... Avant d'accorder la parole à Eliezer, dernière question. Robert Minakou a rencontré les élus du coin, du Kulu et du Kwango, dans du Grand Bandundu. Il rencontre qui intervient en retard un tout petit peu par rapport à l'alerte qu'a fait. Il fallait attendre un élu, un ancien Premier ministre, Adolphe Muzito, c'est lui pratiquement qui est allé alerter, et l'affaire aujourd'hui est portée vers le sommet de l'État. On a vu Robert Minakou qui a réuni les élus de ce coin-là. Lui-même, Robert Minakou, et de Idiofa. Comment peut-il, ces dossiers, ne doit-on pas réunir, après avoir réfléchi ensemble, penser que c'est un dossier finalement qui devient sensible? Oui, moi j'ai dit que c'est un dossier sensible, je l'ai dit dès le départ. Si c'est sensible, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Non, sensible pour moi dans la mesure où il gêne la population. C'est vrai que bon, maintenant il y a une forme de récupération politique. Mais moi j'ai dit, d'abord la population à la base, bon, c'est normal que Minakou après il rencontre les élus. Parce que si les électeurs... Qui intervient tardivement quand même. Oui, libre à lui. Mais moi, j'ai dit, si les électeurs sont affectés par cette situation, nous sommes dans une période préélectorale. Ça signifie qu'ils peuvent faire un vote sanction à l'encontre de leurs électeurs, quel que soit leur camp. Donc, il est important que à l'encontre de leurs élus, il est donc important à ce que les élus puissent s'impliquer pour pouvoir tirer au clair cette affaire. En la dépassionnant, moi j'aimerais bien, mais qu'on dise simplement ce qu'il en est, comment est-ce que ces gens ils se sont retrouvés là-bas. Merci beaucoup John Gombois. Eliezer Tamboué, est-ce qu'on peut inviter dans nos vocabulaires cette expression, l'occupation, ou simplement, comme le dit John Gombois, il faudrait dépassionner les choses? Bon, en fait, les mots occupation là m'a mis des fois en difficulté avec nos frères qui sont à l'extérieur, parce que moi je me dis, je sais c'est quoi l'occupation. J'ai accepté, personnellement, j'accepte encore le mot infiltration que l'occupation. Parce que moi, je connais l'occupation. Un occupant ne vient pas, il ne se cache pas.
un occupant vient, il décline son identité qu'il est étranger, eh bien, il vous gouverne par défi. C'est ça un occupant. Un occupant s'installe à force des armes. Et pour les chasser, il faut les chasser aussi à travers les armes. C'est ça un occupant. Souvent ça me met en difficulté avec quelques-uns de nos confrères qui sont à l'étranger, qui pensent qu'il faut seulement accepter aveuglement que les pays sont occupés. Je reviens à ce qui concerne le vache, parce que c'est ça le problème. Je ne sais pas comment nous sommes gouvernés. Parce que gouverner, c'est aussi prévenir. Très bien. Le gouvernement fait la communication de justification. Parce que jusque-là, on n'a pas été informé. Le flou continue. Qu'il y a eu des bouviers qui sont partis avec leurs troupeaux de tel coin jusqu'à tel coin. Bien au contraire, ils se contredisent. Chaque fois qu'une autorité ose parler, il contredit l'autre. D'abord, Adolphe Muzito est allé là-bas parce qu'il y a eu clameur publique. Nous, journalistes, on avait déjà l'information, on a commencé à pomper. C'est ce qui l'a amené d'aller là-bas. En arrivant sur place, c'est quelqu'un qui lui dit, bon, d'abord les bouviers, l'un des bouviers lui dit, non, écoutez, nous venons d'Ouvira. Nous venons ici vendre, on a négocié. Il y a eu des révélations. Parce qu'on parle que j'ai soulevé ce point-là, que nous sommes encore à la période d'Ngaliema. Ngaliema qui va rencontrer les Blancs et qui va négocier avec eux, faire des petits contrats. Il a vendu la terre. Aujourd'hui, nous avons des chefs coutumiers qui se sont convenus avec ces bouviers-là. Ces gens ont remis une tête de bœuf, un chef coutumier. Oui, et un sac du sel, tout et tout. Pour avoir des hectares. Oui, des hectares. Alors qu'un sel, le bœuf que vous voyez là, une seule tête a droit, pour être plus à l'aise, a droit de vivre au moins dans 2 hectares. Oui, une seule. Alors, nous nous demandons, ils sont à comment sont-ils arrivés jusque-là? Oui. Maintenant, l'itinéraire, le gouvernement ne nous a jamais dit. Pour les uns, ils sont venus de Kalemi. Pour les autres, je ne sais pas s'ils ont quand même la carte de mon pays. Quand vous allez à Kalemi, on a quelle frontière? C'est la Tanzanie, n'est-ce pas? Très bien. Mais elles viennent de Uvira. Uvira, la frontière, c'est où? C'est le Rwanda, tout et tout, l'Ouganda, quelque part. Mais je ne sais pas quel itinéraire ces gens-là ont pris pour arriver jusqu'ici. Qui les ont vus quand ils venaient? Qui les ont vus? Ils sont passés par où? Et avec tout ce qu'il y a comme insécurité dans notre pays, il n'y a jamais eu d'incident. Ça remet en cause, vous dire, ça remet en cause même la crédibilité de nos frontières, la sécurisation de nos frontières. Oui, il y a à boire et à manger parce que d'abord, nos autorités n'ont pas pu jusqu'à aujourd'hui. Il y a peine, c'est hier qu'ils ont envoyé une délégation pour aller, une commission pour aller enquêter. Donc, pour eux, ils sont surpris. Ils sont arrivés jusqu'à la porte de Kinshasa, là où ils sont. On a parlé d'une autorité militaire qui aurait demandé aux autorités locales de ne pas s'impliquer dans cette affaire et ça relevait de la haute hiérarchie. Semble-t-il. Mais la question qu'on se pose, partout là-bas, ils sont passés par les maniements parce qu'on n'a pas l'itinéraire. Il fallait qu'on nous dise, partout là-bas, il n'y a pas l'ANER, il n'y a pas la DGM, il n'y a aucun service de l'État pour que nous soyons surpris quand ces gens-là sont arrivés à la porte de Kinshasa. Alors pourquoi ce silence? Est-ce qu'on doit considérer ce silence de coupable? Non. C'est un silence coupable? Si vous avez parlé de l'infiltration, des infiltrés, pour quelle fin? Oui, des infiltrés, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu à débattre avec un confrère qui a voulu défendre, qui a dit ce sont des Congolais, les histoires des Hutus. On a parlé des Banyamulenge. Des Banyamulenge, tout et tout. C'est une tribu minoritaire. Oui, il a essayé d'expliquer, juriste de son état. Moi, je lui ai dit, mais papa, mais qu'est-ce qui fait que nous devons avoir? Ici, il n'y a pas question de tribus. Les Nyamulenge, vous dites, n'est-ce pas? Ce sont des Congolais, n'est-ce pas? John a dit qu'il a déjà été à l'Est, moi aussi. Vous voulez me parler d'un Congolais qui ne vous parle pas français? Un Congolais qui ne vous parle pas même bien Swahili? D'un Congolais qui ne parle pas Lingala? Qui n'entend rien de ce que les autres disent? Parce que les chefs coutumiers ont dit ça. Quelle est la difficulté avec la population? Ils parlent une langue que la population n'entend pas. Nous aussi, nous parlons une langue. Même l'anglais, il faut forcer. Ça, c'est quel type de Congolais, ça? Et ils sont venus. Comment ils sont arrivés jusque-là? Pour se déplacer avec autant de bœufs, il fallait qu'ils puissent être en possession des documents. Ils n'ont pas de documents. Les documents de l'État. Qui leur a donné ces documents? Ils n'en ont pas.
Et ils arrivent là, ils vous disent que... Non. Et quelle est la sécurité qu'ils ont eue? Est-ce que c'est la colonne de feu de la Bible où les pasteurs disent, non, quand le peuple d'Israël marchait, il y avait une colonne de feu qui les protégeait et tout et tout. Quelle est la colonne de feu de ces bouviers-là que nous devons savoir? La sécurité. Même les Camerounais qui ont allé jusqu'à tuer les Onisiens, ne se sont pas attaqués. Alors, Eliezer, qu'il faut-il craindre à ce stade? Que faut-il craindre, Eliezer? Une guerre ethnique au niveau du Kwilu ou du Kwango entre les autochtones et ces bouviers? Que faut-il craindre finalement? D'abord, quelle perspective la plus grande crainte, c'est les bains de sang à Kinshasa. La déstabilisation. Il y a un lien entre ce qui se passe là et Kinshasa? C'est possible. C'est à la porte de Kinshasa. Ces gens-là sont à la porte de Kinshasa. Ce ne sont que des bouviers, ce ne sont pas des militaires. Des bouviers, bon. Alors, quel est le secret de leur sécurité? Les bouviers qui vous vendent, lui-même a dit qu'ils vendent à $2000 une tête de bœuf, n'est-ce pas? Donc, en route, ils avaient quand même l'argent. Parce qu'ils n'ont pas de caisses où ils déposent dans chaque village. Très bien. Donc, ils n'ont jamais été attaqués une seule fois. Il n'y a pas eu d'incidents. Nulle part, vous sentez que même entre Beni et Butembo, c'est quelle distance? Chaque fois, on enlève les gens, on arrête les gens, il y a des incidents, il y a des tueries, mais au moins les bouviers sont partis d'Ouvira. Je ne sais pas si les gens connaissent Ouvira. Merci beaucoup. Ils sont partis d'Ouvira jusqu'à la porte de Kinshasa. Pas d'incident. Et qu'est-ce qu'on peut attendre du gouvernement pour faire taire cette situation? Non, mais qu'est-ce qu'on va attendre du gouvernement? Je fais les sciences politiques. Le gouvernement, écoute ce qu'on dit. Le peuple, ça ce sont les philosophes des Lumières qui ont dit. Je parle de Jacques Rousseau, je parle de John Locke, je parle de Thomas Hobbes. Voilà ce qu'ils ont dit. Le peuple accepte d'être gouverné par un individu ou un groupe d'individus. En contrepartie, le peuple doit bénéficier de sa propre sécurité, de sa propre liberté et de la sécurité de ses biens. Quand l'État ne parvient pas à faire ça, à accomplir ces trois missions, le peuple peut se rebeller. C'est ce que dit... Dernier virage de cette émission, chers téléspectateurs, vous suivez Web Presse. Nous allons prendre cette marche de laïcs, la Senko. On l'a vu, je donne la parole à John Gombois. Cette marche est confirmée pour le 25, mais la Senko qui venait parmi les préoccupations relevées s'agissant de recommandations avant la tenue des élections, il y a aussi cette histoire de certification d'abord de la machine à voter. S'il faille aujourd'hui certifier cette machine à voter de la Commission électorale nationale indépendante, que faut-il faire exactement? Faut-il cette tripartite Sensa, CENI, gouvernement avec d'autres partenaires, ou simplement il faudrait faire appel à l'OIF simplement? Non, je crois que la Senko, parlant de la certification, là évoque les côtés techniques de la machine. C'est-à-dire qu'il y ait une expertise indépendante qui démontre que cette machine est bien va bien faire ce qu'en dit la CENI. Okay. Donc une sorte de bureau technique ou d'ingénieur qui scanne la machine pour se rassurer que dans la machine, il n'y a pas... qui viendrait d'où? C'est ce que j'ai dit, extérieur. Très bien. Oui. Que dans la machine, il n'y a pas un logiciel malin qui peut surprendre les gens et tout ça. Donc je crois que c'est beaucoup plus du point de vue technique qu'on parle des certifications, hein, non que des politiques ou autres, ça c'est autour de la machine. Mais pourquoi la CENI tient-elle vraiment à cette machine à voter? Bon, je crois que la CENI a expliqué, et aujourd'hui d'ailleurs que nous sommes sur ce plateau, dans le même temps, le rapporteur de la CENI est en train de donner son explication de l'intérêt d'utiliser la machine à voter. Je crois que cet intérêt... Il a parlé du moindre coût des élections, oui. Sans dire exactement combien ça coûtait. Quoi qui a coûté? La machine à voter. Non, la machine à voter... Vous avez une idée? Non, la machine à voter fait gagner, selon la CENI, près de 150 millions, si je ne me trompe pas, sur l'ensemble de l'enveloppe de l'organisation des élections. Donc il y a cela, il y a les temps pour l'impression des bulletins de vote, et puis les temps dans le comment dire les temps du vote, hein. Une fois un électeur qui se présente,
Il met moins de temps avec la machine à voter qu'avec les bulletins. Bon, mais évidemment, dans le contexte politique qui est incertain ou sur une base de grandes suspicions, il est important de mettre tous les acteurs d'accord. Je crois que c'est peut-être le travail que la CENI fait. Ils vont faire probablement de la communication sur la machine à voter pour en expliquer l'utilité. Alors, mais pendant ces temps, sans vous couper la parole, pendant ces temps, il y a une frange, une majeure partie de la classe politique qui pense que cette machine favoriserait justement la corruption. D'ailleurs, Niki Halé l'a aussi décrié, qui craignait des fraudes par rapport à cette machine. À tout cela s'ajoute cette conversation entre l'actuel ministre de l'Intérieur, le VPM, avec le président de la CENI, qui s'est félicité d'avoir réussi à imposer cette machine à voter. N'y a-t-il pas à craindre à ces stades? Oui, c'est pourquoi je dis que la CENI doit effectivement rencontrer là, c'est même physique, c'est même intellectuel, rencontrer les autres acteurs qui ne pensent pas de la même manière, parce que sinon le processus électoral va être assez mouvementé. Le moment est venu de faire toutes les démonstrations possibles sur l'intérêt de la machine. À eux de pouvoir expliquer aux acteurs politiques de l'opposition qui doutent de l'intérêt ou de la fiabilité de cette machine, que la machine n'est pas un vote électronique, parce qu'ils disent que ce n'est pas un vote électronique. La machine, c'est juste une sorte de grosse imprimante pour imprimer les billets de vote. Mais que les dépouillements se fera manuellement, ainsi de suite. Donc, c'est un travail qui revient à la CENI de pouvoir expliquer. Parce que si tant est que cette machine est, comme la CENI le dit, eh bien, elle sera d'un grand intérêt. Bon, maintenant, je crois que la SENCO a dit quelque chose qui a même, intéressé la CENI, parce que c'était un élément nouveau. Parce que quand la CENI a présenté la machine à voter, tout de suite, il y a eu une levée des boucliers pour dire que c'est une machine à tricher. Alors, depuis qu'on a commencé à qualifier la machine à voter de machine à tricher ou à voler par l'opposition, l'élément nouveau est venu avec la CENI qui a dit il faudrait certifier. Donc, maintenant, la CENI et la SENCO dit il faut certifier, c'est-à-dire ce n'est pas nécessairement la machine à voter dont vous parlez, ce n'est pas non plus la machine à voler dont vous parlez. Il faudrait que quelqu'un puisse scanner cette machine, dire si elle sert à voter ou bien à voler. Donc aujourd'hui, aller aux élections sans machine à voter, c'est un faux débat. Non, je crois qu'aujourd'hui, la CENI s'est mis aussi dans une situation de porte-à-faux. Hein. Je crois que ça va compliquer s'il faudra aller à ces élections sans la machine à voter. Aujourd'hui... d'ailleurs l'a dit, il dit si on refusait la machine à voter, on revient au format 504. Les délais sont devenus tels que, sans cette machine à voter, il faudra prolonger... Mais est-ce qu'il revient à lui, l'individu Corneille Nangaa, de prendre de telles décisions? Laquelle? Sans machine à voter, il n'y aura pas élection. Non, je dis, ce n'est pas une décision qu'il a prise, mais je constate... Il a été intransigeant, on l'a suivi. Je constate que par rapport au délai, parce que nous sommes pratiquement au mois de février, mi-février, fin février, il nous reste plus ou moins 10 mois. 10 mois. Dans ces 10 mois, s'il n'y a pas de machine à voter, ça signifie que on repart sur l'impression des billets, qu'est-ce que j'ai dit, des billets, des bulletins des votes. Les points les plus proches, c'est l'Afrique du Sud. les temps. Les points les plus proches, c'est l'Afrique du Sud. Très bien. Et là, on est parti pour la Très bien. Je vais terminer par là avant d'accorder la parole à Eliezer Tamboué. La SENCO a demandé, dans la perspective de la décrispation politique, la libération des prisonniers, mais on l'a constaté. Il y a eu 17 prisonniers avant-hier qui ont été libérés, c'était hier, sans Mouyambo et Diomi Ndongal, alors que cela a été annoncé par par des gens, notamment le député Jean-Claude Vwemba, mais on n'a pas remarqué la présence de ces deux parmi les personnes libérées. Mais il y a aussi cette histoire de Moïse Katumbi qui s'est vu refuser le passeport à partir de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique. Est-ce que pensez-vous qu'il y a une volonté politique finalement d'aller aux élections
puisque les préalables ne sont pas respectés? Bon, la volonté d'aller aux Vous élections avez une minute. de la part du tenant du pouvoir, ou bien de la De part, la part du tenant du pouvoir. Bon, mais écoutez, le tenant du pouvoir, il est dans son rôle, hein, c'est-à-dire le pouvoir, quand on l'a, on le garde et on ne le cède pas. Ça, c'est dans la nature de l'être humain. Prendre une position machiavélique. Oui, ça, c'est dans la nature de l'être humain. Bon, Mais alors en tant maintenant, qu'analyste. maintenant, moi, j'ai dit, ce serait peut-être plus intéressant par rapport à ceux qui veulent aussi prendre ces pouvoirs, de pouvoir se comporter comme tels. Moi j'ai dit, toutes les stratégies utilisées jusqu'à présent n'ont pas vraiment marché. Il faudrait que ceux qui veulent prendre aussi ces pouvoirs sachent se comporter par rapport à leur partenaire, qui ne va pas leur donner ces pouvoirs sur un plateau. Merci beaucoup, John Ngomboa. Vous avez 3 minutes pratiquement avant de terminer cette émission. La marche de laïc le 25 février, il y a un élément nouveau. La Senco qui a pratiquement donné tout son aval par rapport aux activités qu'organise le comité laïc de coordination. Et nous avons aussi entendu dans le même rang le responsable de l'église protestante Bokundoa qui s'est dit ouvert par rapport aux initiatives de démarche pour des revendications pacifiques. Pensez-vous que ce 25 février il y aura un élément nouveau par rapport à la marche? La mobilisation sera plus que celle qu'on a vue bien avant. C'est possible parce qu'il y a déjà l'ICC qui s'est prononcé publiquement, contrairement à l'ICC dirigé par Marini, qui était là, qui acceptait tout, qui était comme les prophètes, parmi les 400 prophètes, alors que la République a besoin de missions actuellement. Les prophètes qui nous disent que c'est que Dieu les met dans la bouche. Et Bokondo, ce qu'il a dit, c'est plus fort parce que les gens peut-être Il a dit que la RDC, nous étions dans une situation de gémissement. Oui, il a dit que la Bible dit quand le juste domine, le peuple est dans la joie. Allez. Alors que quand le méchant se multiplie, le peuple gémit. Alors que nous sommes dans la situation de gémissement. Autrement dit, les méchants se sont multipliés dans ce pays. Donc tous ceux qui nous dirigent là sont des méchants, les Tchibala et les autres. Ce sont des méchants. La multiplication des méchants, c'est tous ceux qui ont trahi dans l'opposition pour s'associer aux méchants. Donc c'est ce que Bokondo a dit. Donc les Olengankoi, les Tchibala, les autres, le méchant se multiplie. C'est comme ça, c'est pour ça que nous émissons. Alors, en ce qui concerne la marche, moi je dis toujours une chose. Si vous ne voulez même pas écouter la voix des hommes, écoutez du moins la voix de Dieu. Aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu qui parlent. L'Église catholique a parlé, vous l'avez diabolisé, tout ce que vous voulez. Et l'Église a réaffirmé... les CC qui s'ajoutent. Avant les CC, moi j'ai fait l'interview avec le musulman. Le numéro 1, le représentant de la communauté islamique. Il a emboîté le pas. C'est le même langage. Mais qu'est-ce qui va changer si ce n'est pas la routine qu'on va vivre? Il y aura des morts, il y aura un déploiement intéressant de la police, des militaires. Finalement, on va compter les morts et on revient à la case du départ. Non, on ne reviendra pas à la case du départ parce que la mission de l'État n'est pas de tuer. Même quand les gens disent qu'il y aura des morts, j'ai même honte quand j'entends un ministre, un membre du gouvernement qui dit non, vous possédez les gens de trucs pour aller mourir. Donc vous pensez que l'État... Nous achetons nos armes pour notre sécurité. La Senco parle de la somme finale. Nous payons et vous allez tourner les armes contre nous pour nous tuer. C'est ça. L'État n'a pas mission de tuer ses citoyens. L'État a mission de sécuriser ses citoyens. La marche, c'est un devoir, c'est un droit constitutionnel aussi. Dès lors que la disposition n'est pas abrogée dans la Constitution, ces gens-là sont à mesure. On a tué les gens par Mobutu en 1992, le 16 février. Ce n'est pas pour autant que l'Église catholique s'est arrêtée. Parce que l'Église n'a pas seulement la mission d'annoncer, mais aussi de dénoncer. C'est la même chose avec nous journalistes, qui, pendant les périodes difficiles comme ça, on dit nous sommes l'Église au milieu du village. Quel milieu du village? Nous avons mission de former, éduquer, et divertir. Des crispations politiques, la Senco a demandé la libération des prisonniers emblématiques, le retour des prisonniers exilés et des politiques exilés. Mais on l'a vu, Moïse Katumbi s'est vu refuser le passeport, son visa pratiquement. Et Mouyambo, jusque-là, reste en prison. Et Diomi Ndonga, il y a cela aussi, le carbone de Filimbi, il y a Diomi Ndonga là, il y a... comment il s'appelle? Franck Diongo. Ouais. Finalement, le pouvoir reste intransigeant.
qu'est-ce qui va arriver? Non, mais le pouvoir a une stratégie, hein, parce que quand quelqu'un ne veut pas écouter, même dans la Bible, parce que je me promène avec un apôtre là, Paul Chulumba, qui me donne toujours. On dit toujours qu'à un moment donné, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Oh, il voit les miracles, il ne veut pas croire. Donc, il faut endurcir jusqu'à arriver au bout. C'est tout ce que vous constatez. Comment est-il possible? On a parlé de la décrispation. On a annoncé, tout a été fait. Des dispositions ont été données. Vous allez vous retourner pour dire non, l'église catholique a tenu un langage qui n'est pas bon. Alors, vous dès là, vous restez là-bas et vous commencez à les insulter. Du chantage. C'est pas grave. Vous faites monter la tension. Mais ce que j'ai toujours dit à Joseph Kabila, c'est une chose. Moi, j'ai vu Maman Bobila à Bruxelles. Je vois le plus grande victime du régime Mobutu, aujourd'hui, c'est la famille Mobutu. Qui est encore avec eux? Parce que les Kens se sont retrouvés aujourd'hui avec Kabila. Les Mokolo se sont retrouvés. Ils vont se retrouver toujours avec ceux qui vont venir parce que nous connaissons un politicien. Merci beaucoup. Mais c'est la famille Kabila qui va souffrir. Merci. Tous ceux qui peuvent lui dire que non, écoutez, chef, Oumela Nayo, d'accord. Mais nous en avons connu dans ces pays, Sakombi Nungo. Il nous a relaté comment Mobutu buvait du sang. D'ici là, nous allons entendre ces gens-là vont devenir des évangélistes et des pasteurs. Merci beaucoup, Eliezer Tamboué. L'émission est terminée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous, John Ngomboa. L'émission est terminée, madame, messieurs. Merci.